Tout le monde est bien installé? Oui. Bienvenue à cette soirée de clôture du festival Nyan Sapo. Welcome to the festival closing event. Merci de mettre vos téléphones sur silencieux si ce n'est pas déjà fait. Please turn your phone on silent mode. Cette soirée se déroulera en deux parties. Excusez-moi, d'abord juste répéter pour la traduction en anglais. Il y a des personnes qui vont chuchoter de ce côté de la salle. If you need English translation, please sit on this side of the room. There are two people available to translate. Thank you. Cette soirée se déroulera donc en deux parties. D'abord, nous aurons un entretien entre Kazé et Christelle Ohiri pour Atouba. Ensuite, cela sera suivi d'une pause de 30 minutes. Ensuite, nous aurons une table ronde de clôture qui sera animée par Fania Noël de Moissy. Je n'ai plus de... C'est bon. Par Fania Noël de Moissy, en présence des collectifs Afrofeminas, Espagne, Black Lives Matter UK, Swatch pour donc Royaume-Uni, Sochi, collectif afroféministe de Lyon, Mwanamke, collectif afroféministe de Bruxelles, Science Girls de Paris, et enfin The Glow Up des Pays-Bas. Donc on va commencer par la discussion entre Kazé et Christelle Ohiri de Atouba. Salut. Salut. Enchantée, Kazé, ravie de t'avoir avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour ceux qui ne connaissent... Vous entendez assez bien? Ok, donc on va pas... Là, ça va? Ok. Alors, je vais vous présenter Kazé. Donc, une rappeuse née en 1976 à Rouen, de parents martiniquais. Kazé, tu as déjà 20 ans de carrière, à peu près. Ouais, enfin, je compte pas comme ça. Ça fait 20 ans que je fais du rap, mais j'estime pas avoir une carrière de 20 ans, ni avoir une carrière du tout même. Donc, je voulais commencer par une question un peu banale, mais comment tu as commencé à rapper, en fait? J'ai commencé quand j'avais 13, 14 ans. J'habitais chez une tante avec un de mes cousins. C'est lui qui m'a mis dedans. Il faisait écouter les cassettes de Radio Nova. À l'époque, les premiers rappeurs français passaient sur Nova. Et puis, on se faisait bien chier après l'école, ou le week-end. Et au début, tu fais ça par mimétisme, pour faire comme. Bon, j'ai pris une petite claque quand même quand j'ai écouté du rap français. Et après, j'ai commencé à faire comme ça. Et puis après, je me suis rendu compte que j'y prenais goût, puisque mon cousin, lui, il a arrêté. On avait un groupe ensemble, il a arrêté. Puis moi, j'ai continué. Voilà. Et au début, c'était l'ennui, quoi. Tu te fais chier, c'est tout. Et qu'est-ce que tu écoutais à ce moment-là? Je te dis, les premières cassettes de Nova, il y avait tous les rappeurs, toute l'ancienne garde, quoi. T'avais, je sais pas, NTM, Assassin, MC Solar, il y avait les Little, il y avait New Generation MCs, il y avait Be-Love chez les meufs, il y avait Salia chez les meufs, il y avait Melaz qui était dans le crew à MC Solar. Voilà, mais moi j'aimais bien NTM, Assassin. Oui, beaucoup, j'aimais bien NTM. Ouais. Ok, donc plus que de faire de simples featuring, tu as participé à pas mal de projets collaboratifs ou de groupes. On t'a affilié à La Rumeur, puis après, tu fais partie d'un collectif, en Fall, chez aussi Zone Libre, et aussi la Social Club. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire en fait dans la création collective? Je sais pas, je trouve que la musique, la faire seule, c'est un peu relou de... Enfin, surtout quand tu joues pas d'un instrument, je pense que c'est peut-être un petit manque de pas jouer d'un instrument et pas pouvoir buffer avec d'autres gens. Alors quand tu rappes et que tu freestyle ou que tu fais des mixtapes pour ce genre de trucs ou des freestyles, c'est bien de le faire avec d'autres gens, quoi. J'ai l'impression que tu vois, c'est un big band, quoi. Tu partages, et puis il y a aussi une forme d'émulation, parce que quand tu es au contact des autres, on n'a pas la même façon de rapper ou d'écrire. Et ça te régénère aussi.
au contact des autres, tu prends toujours des tartes, quoi. Oh putain, ça c'est bien. Moi, je suis toujours en train d'admirer mes potes en train de rapper. Je me dis, putain, cette phrase, elle est bien, j'aurais bien aimé l'écrire. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Sinon, tu es très vite isolé, en fait. Il y a des gens qui sont... Il n'y a plus de micro. Il y a des gens qui sont... Je vais parler plus fort. Il y a des gens qui sont auteurs, compositeurs, interprètes, c'est-à-dire qu'ils arrivent à tout faire tout seuls. Et je me dis, souvent, je me dis que ça peut t'enfermer aussi, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai un peu de mal avec ça. J'aime bien partager, je crois. Le 93, c'est un endroit que tu affectionnes particulièrement. C'est l'endroit où tu vis. Ouais. Et dont tu vantes la singularité, notamment dans le titre Banlieue Nord. Ouais. Et en fait, c'est une question un peu particulière, mais un jour, j'ai parlé à une éducatrice et une psychologue d'origine maghrébine. Elle me disait qu'en fait, on vivait son intégration différemment, qu'on vienne du 93 ou du 94. Ouais. Et je trouve ça intéressant et je me demande ce que tu en penses, en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment pas con, quoi. Le 93, c'est assez particulier. Il y a, je sais pas, plus d'une centaine, un peu plus d'une centaine d'ethnies recensées. Le 93, c'est Brooklyn, c'est tout. C'est le futur du futur. C'est vraiment le laboratoire du futur. Et en même temps, c'est le pire cauchemar de la France, le 93. C'est-à-dire qu'à lui seul, ça stigmatise tous les mots, délinquance, drogue, tournante, attentat, burqa. Enfin, dès qu'il y a un problème, de toute façon, le 93 n'est jamais très loin. Et pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment un endroit singulier, particulier, où tu vas voir de tout et des hybrides et des mélanges incroyables, quoi. Dans le 93, il y a de tout, il y a des personnages, quoi. Tu vois, je te dis, tu vas avoir un musulman à Lox en train de faire du dancehall, quoi. Tu vois, ça, tu vas croiser ça dans le 93, tu vois. Tu vas voir, je sais pas moi, tu vas voir je sais pas, qu'est-ce que j'ai vu, des meufs voilées avec des voiles bleu, blanc, rouge pendant la Coupe d'Europe, tu vois, des petites, normales, tu vois. Elles étaient voilées, mais le voile, il était bleu, blanc, rouge. Ça défonce, tu vois. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus dans ce bled de merde? C'est ça le 93. Tu vas trouver vraiment parce qu'on est au contact les uns des autres tout le temps. Et c'est pas comme si on l'avait choisi. Hein. Je fais pas d'angélisme. Hein. C'est pas le grand bonheur tout le temps. Mais au contact des uns et des autres, il y a des trucs qui filtrent, qui s'écoulent, qui s'échangent. Tu vois. Donc ça crée une, comme Glissant l'avait dit, une créolité, quoi. C'est un vrai mélange, Et puis quand tu regardes les cours d'école du 93, va savoir qui est qui. Tu demandes aux petits qui sont leurs parents, ils vont te dire, je sais pas, ma mère elle est vietnamienne, mon père il est malgache. C'est un bordel pas possible. Tu vois, et c'est mortel. Tu vois, ça veut pas dire que le métissage est l'avenir du monde, hein, tu vois, parce qu'on aime bien entendre ça. Non, l'avenir du monde c'est l'intelligence, on s'en fout. Tu vois, c'est ça l'histoire. Mais ça montre que voilà, qu'il y a des endroits où les choses elles se font sans que ce soit un problème. Voilà, c'est ça le truc. En parlant du 93 et de ses légendes, il paraît que tu as décliné une invitation à collaborer avec NTM. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais déjà c'est pas... Tu sais, j'entends souvent parler de ce truc comme si c'était un truc grave. J'avais 20 piges, je connaissais rien à la musique. Voilà, je sais pas ce que c'est qu'un studio, je sais pas ce que c'est qu'un contrat. J'y comprends rien. C'est-à-dire que je peux me faire carotter. Bon, ça va pas empêcher de me faire carotter quand même plus tard. Mais ce que je veux dire par là, voilà, j'avais conscience d'être inexpérimenté. Et je me dis, tu me dis un feat avec NTM, après partir partout avec eux. J'avais pas, et puis bon, c'est peut-être aussi un peu d'ego, j'avais pas envie d'être la petite chose de qui que ce soit. Voilà. Donc je savais que ça, là, si je le faisais là, maintenant, jeune, comme ça, à mon âge, je me ferais enfermer dans un truc à vie. Voilà. Donc j'ai dit non, c'était naturel pour moi de dire non, quoi. Parce que je me suis dit, ouais, c'est un truc que je vais pas comprendre. Et bon, ça, c'est un de mes oncles un jour qui m'a dit ça, et j'en ai fait
Et je l'ai toujours gardé en tête. Quand tu comprends pas quelque chose, dis non. Voilà. Quand je comprends pas, je dis non. Voilà. Dans Apprends à te taire, Ouais. je sais pas si on peut écouter par exemple un extrait de Apprends à te taire de Kazé. Pas de souci, on attend. On est Je continue la question. Vas-y. Dans Apprends à te taire, tu pousses un coup de gueule contre les rappeurs qui maltraitent la langue française. Et t'as pas l'impression que ça entre en conflit du coup avec le discours anti-élitiste que tu peux tenir parfois? Non, parce que c'est Apprends à te taire, c'était pas un grand morceau très sérieux. C'est juste une connerie, quoi. Tu vois, je sais pas, ça arrive à tout le monde d'être devant sa télé ou devant la radio et d'avoir envie de foutre la radio en l'air ou mettre un coup de pompe à la télé, tu vois. Même si ça fera pas mal à celui qui passe à l'intérieur. Mais voilà, c'est une gaminerie, Apprends à te taire, tu vois. Il y a rien de très sérieux. Et je sais pertinemment que la maîtrise de la langue n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est pas ça. C'est juste une connerie pour dire, bah, c'est le concept de l'ego trip et du clash, tu vois. Voilà. Juste pour dire, ferme ta gueule. Ça saoule. C'était un morceau pas plus. J'y mettais pas plus d'énergie que ça, tu vois. Je dis rien d'autre à part ça me saoule, ça tu me saoules, lui il me saoule. C'est rien, c'est une connerie, c'est une gaminerie, Apprends à te taire. Vraiment. Vraiment, c'est un morceau à la con. Voilà. Je crois pas que ce soit ce morceau. C'est pas celui-là. Eh mais tu sais quoi, prends pas la tête, oublie. Cale l'affaire. Qu'est-ce que tu voulais? C'est quel... je voulais tout le morceau en entier. Ça passe Bah vas-y, je vais rater un peu. Comme ça me plaît. Ouais. Prends pas la tête. Trop bien. Alors, non, c'est impossible d'être aussi pitoyable. Ça me paraît impensable d'être autant inaudible. J'ai passé au crible tous tes textes sur ma table. Et qu'on le veuille ou non, c'est incompréhensible. Ta grammaire est instable, improbable et horrible. Ta diction dépasse le stade de l'inadmissible. Arrête les messages illisibles au portable. Reprends ton cartable, ton peur est pénible. Le plus insupportable, c'est que tu joues l'invincible, le braqueur introuvable, le voleur invisible, le rappeur terrible, imbattable, incorruptible. T'es peu crédible et minable, c'est méprisable et risible. Ne sois pas susceptible, tu n'es pas formidable. Ta plume est faible, ta carrière est vulnérable. Tu sais, bosser souvent est une chose honorable, alors attaque tout doucement, commence par le Scrabble. Yes. Trop bien, c'est... Ok. Alors, quelle relation t'entretiens avec l'étiquette rap conscient? Bah, comme avec toutes les étiquettes, dans la mesure où c'est pas moi qui me la suis mise, je peux juste constater que je l'ai et que je peux pas y faire grand chose. Ça me dérange pas, ça m'arrange pas. Je me dis c'est comme ça, tu sais. Les gens ils t'enferment ou ils te perçoivent comme ils en ont envie. Je suis pas le rap conscient, c'est pas sale, c'est pas mauvais, c'est pas péjoratif. Mais il y a quand même un petit truc de le rap conscient, ça fait loser quoi. Un petit truc comme ça en France. Tu trouves? Ouais, tu sais, ça fait pas de thunes. T'as un peu échoué. Tu fais du. Si t'es dans la case rap conscient, c'est sûr que les thunes, c'est pas pour toi. Il y a un truc un peu comme ça. Mais voilà, et puis en plus, rap conscient, c'est pour pas grand chose. Hein. Je veux dire, tu dis, je sais pas, la guerre, c'est pas beau, le racisme, c'est pas gentil. Tout de suite, c'est conscient. Tu sais, moi, ça m'a l'air d'être d'une logique imparable, mais tout de suite, waouh, t'as dit un truc de ouf. J'ai pas l'impression de faire du rap conscient en opposition à un rap comateux, inconscient, sous perfusion, teubé. Je fais du rap. De temps en temps, je dis la guerre c'est pas beau. De temps en temps, je fais des morceaux qui disent les rappeurs c'est des cons. Mais pourtant, c'est quand même le rap conscient qui me colle à la peau. Mais je m'en fous en fait. Je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Rap conscient. Ça veut dire qu'a priori, j'ai tous mes neurones. Je pense que c'est ça. C'est un diagnostic médical, le rap conscient. C'est que tu as l'air
d'être en pleine possession de tes moyens. Ouais, ok. Pourquoi pas? Dans Pas à vendre, Ouais. tu revendiques ton intégrité, et en tant que rappeuse, mais pas seulement, aussi en tant que personne en fait. Tu dis par exemple, il me demande si je suis un garçon ou une fille, et tu dis que ça te casse la tête. Et comment ton androgynie elle est perçue dans le rap, dans le milieu du rap en fait? Bah, je sais pas trop parce que je suis un peu sauvage et je fréquente personne à part les 3 ou 4 potes que j'ai. Donc du coup, on va dire que je suis un peu préservé de ça et je pense que je me préserve aussi. J'essaye d'éviter d'aller au contact de la connerie quand je la vois. Mais oui, je pense que des gens ont des choses à dire. D'ailleurs, ils ont le net pour le dire, tu vois. Les gens ont des choses à dire. Mais bizarrement, en face, j'ai jamais vu quelqu'un venir me casser les couilles. Mais oui, peut-être que des gens estiment que j'ai pas le bon style, j'ai pas le bon physique, que je suis pas à ma place, que tout ça c'est bien trouble, c'est trop compliqué. Enfin, de toute façon, les gens ont toujours des choses à dire sur tout le monde. Je peux pas me soucier de ça, tu vois. Et de ma position dans le rap vis-à-vis de ça, en fait, je te réponds, mais j'en sais rien. Ce que je te dis vraiment, à part Enfalche, B-James, Prodige, mon pote Cho, mon pote Al, Matière Première, Raph, voilà, c'est les seuls potes que j'ai, quoi. Je fréquente pas de gens dans le rap, quoi. Tu vois. Donc j'en sais rien. Et je leur demande pas leur avis non plus parce que je m'en bats les couilles. Justement, en parlant de la place de la femme dans le rap, dans les années 90, il y avait pas mal de femmes noires françaises dans le paysage musical. Il y avait Sté Strauss, que j'adore. Lady Lesky, pour le rap entre autres. Il y avait Karine qui faisait tous les refrains du R&B dans les années 90. Mais globalement, c'est plutôt les femmes maghrébines ou méditerranéennes, issues des quartiers, qui ont trouvé le succès commercial en fait. Et toi, je voulais savoir justement comment tu l'expliques et si tu pensais peut-être en avoir souffert aussi en fait. Alors, comment je l'explique, ça, j'en sais rien. Je peux pas te dire. Après, la place de la femme dans la musique en général, bah, elle est toujours plus ou moins parrainée ou lancée ou propulsée par un raclo, en général. T'as assez peu de meufs qui sont leurs propres businesswomen qui se gèrent dans la musique. Il y a toujours... faut toujours un parrain, un grand frère, un tonton, un papa, un producteur. Donc je pense que ça joue aussi, ça. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'indépendance au niveau de la production chez les femmes. D'ailleurs, il y en a même qui se faisaient écrire avant leur texte, tu vois. Et puis, je pense que c'est la place de la femme dans la société en général, quoi. Que c'est agressif, que c'est violent. Les milieux du business de la musique, c'est des milieux masculins et c'est des milieux agressifs, quoi. Donc, je pense que toutes les femmes qui existent bah, se tapent un minimum, quoi. Tu vois, pour pas être... Parce qu'une meuf, en général, bon, pas moi, puisque moi c'est dead, mais une meuf un peu, on va dire, normée, classique, bah, y a toujours, dès qu'elle est dans un milieu masculin dans la musique, tout le monde pense qu'il va la ken, quoi. C'est à peu près ça. C'est jamais c'est celle qui fait c'est celle qu'on va essayer de pécho, c'est-à-dire qu'il y a un rapport particulier, c'est-à-dire que c'est tout de suite il y a tout de suite quelque chose de sexuel qui s'installe. Donc quand ça s'arrêtera, quand les gars arrêteront de regarder les meufs qui viennent chanter comme des meufs qui veulent mettre dans leur lit, tu vois, peut-être qu'on va pouvoir faire de la musique pépère, tu vois. Toujours dans le même morceau, donc Pas à vendre, tu racontes l'histoire d'un jeune rappeur fraîchement signé sur une grande maison de disques, et franchement c'est un de mes morceaux préférés de toi. Et donc tu racontes l'histoire de ce jeune rappeur qui finit par perdre ses illusions. Et aujourd'hui dans le paysage rap national, on a par exemple, maintenant on a un Booba qui a sa propre chaîne de radio, sa propre chaîne de télé, et qui a peut-être réussi à sauvegarder un peu son indépendance. Et en fait, je me demandais
ce que tu pensais de sa trajectoire, en fait. À Mm. Booba. Mm. Bon, j'ai pas Mm. d'avis sur sa trajectoire, mais force est de reconnaître qu'avec maintenant sa puissance financière, bah c'est un pouvoir. Il est en position de force, je pense, pour discuter avec pas mal de sociétés dans la musique. Et ça, c'est appréciable. Je pense d'avoir le contrôle de ce qu'on fait. Voilà. Mais sinon, j'ai pas plus d'avis que ça, quoi. Et toi, par rapport à justement encore dans ce même morceau, toi, ton parcours dans l'industrie musicale, en fait, t'as décidé de rester indépendante jusqu'au bout, ou alors c'était pas un choix? Bah, au début, c'est pas un choix, parce que tout le monde s'en fout de ta gueule. Enfin, tu sais, quand tu commences à rapper, soit tu vas aller... Enfin, moi, de ma période, c'était un peu ça. C'était un peu la chasse aux maisons de disques. Tu vois, fallait être signé, t'es pas signé. C'était les années 2000. Et c'est là que ça signait à tout va, que le rap a explosé. A vraiment explosé commercialement en France. Soit fallait aller les voir. Moi, être dans une position de quémander, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, parce que tu te mets tout de suite dans une position de vulnérabilité dès que tu quémandes, tu vois. Donc avec mes potes, on faisait nos trucs seuls, on faisait nos mixtapes qu'on déposait dans les magasins et ce genre de trucs. Après, quand t'es arrivé le moment de faire un premier disque, bah, on l'a fait avec nos thunes, moi avec des potes, voilà. Et puis après ça a continué comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas éprouvé le besoin d'aller chercher l'aval ou d'être produit par des grosses maisons de disques, parce que je sais que se pose toujours une question de rapport de force, et ce qui est normal, c'est le concept du payeur-décideur. Celui qui paye, c'est celui qui décide, mais c'est toujours compliqué de se mettre sous la coupe de quelqu'un, quoi, ou de discuter de sa musique, ou de ce qu'on a envie d'écrire, ou de ce qu'on a envie de dire avec quelqu'un d'autre. Voilà, et surtout des gens de l'industrie qui sont pas de notre milieu, qui nous connaissent pas, qui nous comprennent pas, et qui peuvent parfois nous objectiver, c'est-à-dire nous prendre pour des objets. Donc ça a été naturel, et après ça a continué. Mais vraiment, si demain, ça je pense que c'est le lot de tous ceux qui font de la musique, si demain j'ai la proposition d'un gros truc et j'ai la liberté, bah oui, sans problème. C'est un choix, c'est pas qu'un choix économique, c'est aussi un choix de liberté. Si tu as la liberté et les moyens, bah t'y vas, tu vois. Mais ça arrive peu souvent, quoi. Tu vois, si ceux qui mettent les thunes sont à un moment, et ce qui est normal, ceux qui veulent décider. Merci. Dans nos histoires, tu dis aucune différence dans cette douce France entre mon passé et mon présent et ma souffrance. Être au fond Pardon. Oui, excuse-moi. Ok, pas de souci. Aucune différence dans cette douce France entre mon passé, mon présent et ma souffrance. Être au fond du précipice ou en surface, mais en tout cas sur place et haï à outrance. Mes cicatrices sont pleines de stress, pleines de rengaines racistes qui m'oppressent. Des bleus, des kystes, des peines et des chaînes épaisses. Dans nos histoires, donc ça c'est un extrait de nos histoires que je viens de citer, tu parles de plaies, et j'ai l'impression que dans ton rap, les plaies, la guérison, le combat, ce sont des thèmes qui sont assez récurrents. Et je te laisse. Non, oui. Non, j'ai pas d'autres. Oui. Okay. Et est-ce que tu penses que c'est lié à une forme de ce que moi j'appelle, surtout dans nos communautés noires et en particulier caribéennes, genre c'est lié au traumatisme intergénérationnel aussi? Je pense, bon là je vais tenter des hypothèses, hein, j'en sais rien, tu vois, parce que sinon ça fait très vite psychologie de comptoir si je vais trop loin, et puis je pense dire des conneries. Mais moi je pense que vraiment en tant que Caribéen on a des douleurs fantômes. Parce que c'est pas rien d'être issu de... Parce que nous qui sommes là, les Caribéens, les descendants, ça veut dire qu'on a survécu à l'esclavage. C'est ça l'histoire. Donc je pense qu'il y a un traumatisme, il y a des douleurs fantômes. C'est-à-dire, moi l'esclavage, je ne l'ai pas vécu, mais je sais que je viens de là.
Les Antilles, ça a été construit là-dessus. La construction s'est faite là-dessus. Les Antilles sont justifiées par ça, puisque avant il y avait des Amérindiens. Ces Amérindiens, déjà il y a peut-être cette culpabilité-là. Les Amérindiens ont disparu, ont été décimés. Nous, on existe par des mélanges, par un fracas, par un choc. On a survécu par une nécessité de se mélanger, d'exister. Plein d'ethnies venues d'Afrique différentes ont dû apprendre à vivre ensemble, ont dû créer un langage, une langue nouvelle, une culture nouvelle. Et ça, c'est pas rien sur un laps de temps très court, en même pas 5 siècles. C'est fulgurant. C'est fulgurant de beauté, parce que c'est beau, mais c'est fulgurant de douleur aussi. Donc c'est là. C'est là. Et c'est là, et quand tu vis en France, ou surtout quand tu vis en Occident, c'est entretenu aussi. Voilà, moi, je me lève pas en pensant que je suis noir le matin, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais par contre, je vais chercher du taf, on me fait comprendre que je suis noir. C'est ça l'histoire, c'est ça. Être noir, c'est une expérience. Quand tu vis en Occident, être noir, c'est une expérience. C'est quelque chose qui t'arrive, que tu constates tout le temps. On te ramène à ta couleur de peau. Sinon, j'en ai strictement rien à foutre. Je pourrais être ouzbek. Mais il s'avère qu'on me renvoie à ce que je suis. C'est pas une question d'être noir ou d'être fier ou d'être noir ou d'avoir honte, c'est un fait, c'est ma réalité. Je suis noir, mais c'est d'autant plus ma réalité qu'on me le renvoie. Sinon, je te dis, en me levant le matin, je pense pas être noir, comme des blancs ne pensent pas être blancs, des asiatiques ne pensent pas être asiatiques. Tu te lèves, t'es un être humain, voilà, on est humain, tout ça, l'universel, la. C'est bon, on est au courant, tout ça. Oui, moi aussi, je suis un être universel, la. Mais l'histoire, c'est pas ça, c'est ce à quoi on te renvoie et ce que ça veut dire d'être noir. Ça veut dire quelque chose. Ça a du sens. Et ça a une histoire. Et si je suis là, c'est qu'il y a une histoire. Et qu'il y a un abcès à crever. Justement, je rappelle que tu es d'origine martiniquaise. Et dans ton titre « Chez moi », où tu rends hommage à ton île, tu exhortes « Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seuls leurs gosses, les nourrissent et les habillent. » J'ai trouvé ça super intéressant en fait parce que tout simplement les sociétés caribéennes sont des sociétés qui sont matriarcales. Et j'aimerais savoir comment tu penses que ça a influencé sur ta vision peut-être du féminisme ou de la vie en général. Comment tu penses que tu l'as vécu ? Je sais pas, c'est maintenant en vieillissant que je me pose la question de quelle influence ça a pu avoir. Mais oui, moi je suis d'une famille monoparentale. Dans la famille, la fratrie de ma mère, où il y a beaucoup de femmes, elles aussi, sont des femmes qui ont élevé leurs gosses seules. En fait, moi je suis issu d'une famille où il y a que des femmes qui se sont démerdées toutes seules, ce qu'on appelle aux Antilles des potomitans. Voilà, c'est les meufs, elles sont là, elles sont debout, elles tiennent, elles sont comme ça. En vieillissant, je me suis posé la question des gars là-dedans. Tu vois. Les gars, bon, ils déconnent, mais c'est dur aussi pour eux. Les meufs, les Antillaises, elles sont dures. Hein. Tu vois, c'est des femmes dures. Tu vois, c'est des femmes dures, c'est des femmes qui tiennent. Et du coup, la place de l'homme, parfois, elle est pas simple. Tu vois, tu sens que dans cette histoire d'esclavage, on a mis l'homme et la femme en compétition, mais parce qu'ils l'étaient dans les champs en fait. Ils étaient dans toutes les sociétés patriarcales, tu sais, les trucs, il est normé. Les hommes vont au champ ramener je ne sais quelle pitance ou chasser je ne sais quelle bête, et les femmes sont au foyer. Mais durant l'esclavage, hommes et femmes étaient traités, en tout cas, à égalité dans la souffrance et la misère. À égalité. Tu vois ? Mais après, une fois qu'ils se retrouvaient entre eux, c'était pas facile. Les hommes, ils devaient retrouver leur qualité d'homme. Donc soit ça se passait par une façon de dominer la femme, c'est ce que font souvent les pauvres quand ils n'ont rien, il leur reste que la violence. Donc dominer la femme, ou alors qu'est-ce qui reste comme pouvoir à l'homme ? La procréation. Et c'est vrai que souvent les Caribéens, c'est les spécialistes de la procréation hors couple, on va dire. C'est-à-dire que ce sont comme s'ils avaient été réduits à juste être des géniteurs. Il y a un truc un peu comme ça.
qui est en train de changer aux Antilles. Je pense que, un peu comme en Amérique du Nord aussi. Tu penses que hommes et femmes essayent de se réconcilier, de bâtir quelque chose de pérenne, d'arrêter d'être en compétition. Mais le couple noir, c'est pas simple. Couple noir, c'est dur. C'est comme si l'un et l'autre se renvoyaient une souffrance, tu vois. C'est comme quand deux personnes ont souffert et sont ensemble, il y a une compétition de la souffrance. C'est moi qui ai le plus mal, c'est toi qui as le plus mal, tu vois. Donc c'est pour ça que les couples caribéens, c'est pas simple. Mais je pense que ça vient de là. Le couple a été décimé. Quand tu sais qu'il y avait le droit de cuissage, c'est-à-dire que le maître peut venir monter sur ta femme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle soit ta femme alors? Si c'est la femme du maître avant la tienne. Tu vois, tu sais, les familles ont été éclatées pendant cette période où le fait de prendre des enfants et de les emmener ailleurs, c'est-à-dire que tu as un gosse, mais tu sais pas s'il restera avec toi. Je pense que tout ça, c'est des trucs qui restent. C'est des trucs de l'ordre de... Il y a parfois, je pense, des traumatismes qui sont là et qui sont puissants. Et c'est difficile d'établir des relations fortes et pérennes dans les couples. Mais on va dire que ça lutte, ça se bat. Tu vois, aux States, ils ont le chocolate love, là, tu vois. Et ils essayent, quoi. On a du R&B, nous, on a le zouk, tu vois, pour se mettre bien. Mais, bah oui, c'est compliqué. Bien sûr que la vision du couple caribéen, elle a été détruite. Elle a été détruite par l'esclavage, bien sûr. C'était difficile d'être un couple, quoi. Après, il y a eu la religion qui est venue un peu à la rescousse de ces couples-là. On voit souvent, moi je vois les couples aux Antilles qui restent ensemble et des couples forts, c'est des gens qui sont vachement dans la religion. Oui, c'est vrai. Qui vont à l'église ensemble. Voilà, qui vont à l'église ensemble, c'est ces couples-là qui tiennent, même s'ils peuvent plus supporter, mais Dieu a dit jusqu'à la mort, donc ils restent ensemble. Tu vois. Mais il y a de ça, c'est la religion qui est venue à la rescousse de ce lien tenu. Sinon, le couple a été l'image de l'homme et de la femme, l'image qu'ils ont ensemble, elle a été, ça a été détruite, mais c'est en phase de reconstruction. Okay. Je reste sur le titre chez moi. À la fin, en fait, tu décris toute l'île. Ouais. Et donc, tu détruis un peu les clichés, et puis en même temps, tu parles aussi des choses que t'aimes dans l'île, etc. C'est pas que... c'est aussi un très beau tableau, tu vois. Et à la fin, il y a une chute où tu dis, mais savez-vous que c'est une colonie? Parce que déjà, en France, c'est pas si simple que ça. Si tu poses la question aux Français, ou même à d'autres, à des Africains, à d'autres, ils savent pas trop ce que c'est que déjà situer la Martinique, la Guadeloupe. Où c'est par exemple, moi souvent j'entendais mais eux, les Antillais se prennent pour des Américains. Nouvelle, on est Américains. On est dans la zone Amérique. On est des Américains. Oui, on a à peu près la même histoire que ceux d'Amérique du Nord, ceux Caraïbes ou au Brésil. C'est la même histoire post-esclavage, le même matriarcat, le même rapport au corps, c'est à peu près la même chose. Et surtout, peu de gens savent, enfin je ne sais pas ce que les gens se disent en France de la Martinique. C'est un lieu de villégiature, comme s'il n'y avait pas eu l'histoire de l'esclavage. Comme si ça n'avait pas compté, ça n'avait pas existé, que c'est pas de là que venaient ces îles-là. Enfin, en tout cas, en France, il y a une espèce de truc sur la Martinique, la Guadeloupe. À part être un lieu de villégiature, on boit du punch, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, en fait. En fait, je pense que c'est lié à la spatialité et c'est lié au fait que, contrairement au Brésil ou aux États-Unis, en fait, c'était la métropole, elle était genre à 6000 km, et donc du coup, ça permettait de se dédouaner de façon c'est-à-dire que humaine des gens qui étaient des esclaves, tu les voyais pas. Oui, donc, voilà, l'esclavage, dans la mesure où ça s'est pas déroulé sur le territoire, dans l'Hexagone, en France, on a l'impression que ça n'a pas eu lieu, ou que la France n'a pas participé au commerce triangulaire. Mais si, enfin, nous, on est là. Guyanais, Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupéens, on est là pour en attester. Ouais, on est descendants d'esclaves. Alors, je vais te poser des questions sur tes projets divers. Donc, tu fais également partie du projet Fusion Rock et Rap avec Serge Tessoguet, le guitariste de... Ça, c'était un ancien projet. Oui. Ils ont continué ensemble. Nous, on a arrêté. Mais oui, j'ai fait un projet rock-rap, de fusion. Et j'étais intéressée de savoir avec
on voit tout le mouvement afro-punk et tout aujourd'hui. Comment s'est passée ton introduction en fait dans ce milieu? Est-ce que ton rapport au rock? Bah, moi, j'ai toujours kiffé le rock. Voilà, j'aime les musiques qui ont de l'énergie. J'aime quand je marche avec mes écouteurs et tu vois, un truc qui se dégage, un truc. J'aime bien quand ça déborde, quand ça braille. J'aime bien. Donc j'ai toujours kiffé le rock. J'ai découvert ça avec des potes qu'on écoutait, avec qui j'avais même potes Tardos, avec qui on n'avait rien à voir. Mais si, en fait, tout à voir. C'est-à-dire un côté sale punk, tu vois. Dans le fond, donc j'ai connu le Keuro un peu comme ça. J'ai pas une grande culture du rock, hein. Je vais pas vous mentir, je peux pas vous citer les derniers disques en date, mais j'ai toujours kiffé l'énergie du Keuro et j'ai toujours voulu faire une petite fusion. L'occasion s'est présentée là avec Zone Libre, on a fait 2 disques ensemble, on a tourné et c'est un truc que je compte perpétuer sûrement avec d'autres gens, mais ça a toujours été et puis bon, je saute du coq à l'âne, excusez-moi, c'est peut-être pas très clair. Mais et puis quand j'ai fait cette expérience-là et qu'on a tourné un peu, bah c'était marrant en fait de voir le clivage qui existe en France entre le rock et le rap. C'est-à-dire que t'as des rockers qui sont persuadés, mais réellement, hein, des mecs dans le rock qui sont persuadés que le rap c'est plus nul que le rock. T'as des mecs qui sont peut-être même persuadés que le rock c'est pas les Renois qui l'ont inventé. Et ça m'a fait rire ça. Ouais. C'est-à-dire que des fois, ils ont jamais entendu parler de Chuck Berry. Voilà, on me posait des questions du genre qu'est-ce que ça te fait d'être dans le rock? Bah je sais pas, c'est toi, qu'est-ce que ça te fait? Parce que personnellement, dans la mesure où c'est Chuck Berry qui l'a inventé, je suis à ma place. T'as vu, tranquille. C'est bizarre. Et ça, c'est très français, tu vois. C'est-à-dire que le rock, c'est blanc. Non, c'est Chuck Berry. Il a branché sa guitare et c'est devenu le rock, tu vois. Donc je sais pas, ça c'est extrêmement français. Et puis avec cette espèce d'attitude de nous le rock c'est bien parce que c'est des instruments. Non, des fois c'est nul, même avec les instruments. Et le DJ c'est un musicien. Parce que souvent c'est ce truc là, ouais mais on préfère quand t'es avec des musiciens. Mais j'ai un musicien, c'est juste qu'il est tout seul. C'est un DJ. C'est ça aussi, il y a ce refus de voir le DJ comme un musicien. Dans le rap, le DJ c'est un musicien. Il scratch, il mixe. C'est de la musique, il se passe quelque chose, il y a une interaction. Donc il y a cette forme d'élitisme chez des vieux rockers à 2 balles, tu vois. Mais c'était intéressant, cette incursion dans le milieu du rock, j'ai trouvé très intéressant parce que je me dis putain, il y a un putain de clivage et puis parfois un espèce de mépris parce que la France c'est plutôt un pays rock dans sa culture, les yéyés, tout ça. Moi je trouve que quand même la France, je trouve que honnêtement, j'ai l'impression qu'on est le 2e pays du rap après les États-Unis. Mais là, c'est assez récent. Moi, quand j'ai commencé à faire du rap, la France, c'était rock. Yéyé, je sais pas, Sheila, je sais pas qui, Johnny. Je sais pas, il faut arrêter de croire que la France, c'est Paris. Hein. Sors de Paris et tu vas voir ce que c'est que la France. Paris, c'est New York, c'est un autre délire. Mais sinon, tu vas à Joinville-le-Pont, il y a encore des guinguettes. Hein, ils écoutent pas PNL à Joinville. Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu vois les premiers groupes qui ont tourné, NTM, tout ça, ils se sont servis du réseau rock. Il n'y avait pas de festival de... Ils jouaient dans des festivals de rock. Et même encore maintenant, cite-moi un festival uniquement rap. Un gros festival comme ça qui aurait lieu. Urban Peace. Ouais. Désolée, j'ai honte, mais ok. Urban Peace. Et après festival hip-hop, machin, enfin... Paris hip-hop, je sais pas quoi. Ouais, ok, après. Mais c'est vrai que NTM, c'est le groupe préféré des rockers blancs. Bah oui. Et surtout, il y a combien de festivals rock là durant l'été? Il y en a des centaines de festivals. Mais il y a des centaines de... Donc voilà, c'est ça. La France, culturellement, c'est un pays rock. Et du coup, il y a encore un peu ce truc de... Ce clivage de ouais voilà le rock c'est ça la vraie musique et puis tout notre folklore à nous quoi tu vois les casquettes les baskets tu sens qu'ils ont un peu de mal, c'est-à-dire que dans le rock ils naviguent entre élitisme et racisme sans trop s'en rendre compte quoi ils savent pas trop, je sais pas trop si c'est le rap qu'ils aiment pas ou c'est nous qu'ils aiment pas, je sais pas, j'arrive pas encore à dénouer le truc mais il y a un truc un peu bizarre je pense que c'est un peu des deux, voilà, c'est un petit dosage comme ça passe de l'un à l'autre tu vois, bon, écoute mais je m'en fous aussi, enfin j'aime le rock, j'aime en faire voilà, et puis ils vont apprendre que le rock c'est noir, enfin il y a pas de souci hein, on partage.
Euh, dans le projet Toute entrée est définitive avec la Social Club, en fait, pas dans toutes les chansons, mais on retrouve en fait une métaphore filée de la discothèque et de l'enfermement ou du cercueil. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Mais pourtant, le club, c'est vu comme un lieu de divertissement et de socialisation. Donc j'aimerais bien savoir à quel moment vous vous êtes dit, et si on faisait une métaphore du club? Non, parce que le club aussi, c'est aussi l'endroit, la boîte de nuit, c'est aussi l'endroit où tu t'échoues, hein, où tu trouves des échoués. Les paumés de la misère sexuelle, l'alcoolisme, c'est le club, c'est aussi ça. C'est aussi l'illusion de la fête, mais en fait, c'est glauque. Enfin, en tout cas, nous, c'est arrivé d'être dans des boîtes grave glauques. Tu vois ce que je veux dire? Où t'es là, à 2h du matin, il y a Claude François, il y a un vieux mec de 62 ans édenté, il est là en train d'essayer de faire des pas de rap. Tu sais, des fois, c'est ça, le club. Tu vois, moi, des fois, ouais, tu fais un club bien sur les Champs-Élysées, ça a l'air d'un clip américain, mais va faire des bonnes boîtes de nuit en province. Nous, c'est ce qu'on fait après les concerts. Bah, des fois, la boîte, elle s'appelle Chamboultou. J'ai vu ça, j'ai vu marquer ça. Elle s'appelle le Chamboultou. Je sais pas, les sons, c'est tous les années 80, Axel Bauer, Cargo de nuit, tu vois. Et que je kiffe en plus, j'aime ce morceau, tu vois. Il va y avoir Julie Pietri, toi, tu sais. Et toi, t'es là, et à un moment, vu que t'as envie de t'amuser, bah tu vas danser sur ces morceaux-là, puis rien à foutre, c'est tout. Parce que... Personne te voit, allez. Non, j'ai pas honte, il y a des sons des années 80 que je kiffe, moi, tu vois. Mais tout ça pour te dire que la boîte, c'est pas un clip américain en France, tu vois. Il doit y avoir 4 boîtes qui sont comme ça. Le reste, c'est, allez, vas-y, fais chauffer Marcel avec un DJ jockey à l'ancienne. Les DJ jockeys des campings, c'est ça les boîtes en France. Vous croyez quoi, tu vois? À un moment, il y aura la Macarena, et puis c'est tout. C'est ça. Mais il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, c'est mon bled, la France. Je danse la Macarena, c'est pas... Tranquille. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça. C'est-à-dire que la boîte aussi, c'est l'endroit où tu t'échoues, tu vois. Parce que tu te fais tellement chic, tu sais pas où terminer ta soirée. Et c'est pas une boîte mortelle, mais tu y vas quand même. Après, tu te mets 4 grammes, et à partir de 4 grammes 5, toutes les chansons passent, il n'y a pas de souci. Ça roule, ça glisse, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu joues, non, on va faire ça après, mais tu joues dans la pièce de théâtre... Pardon, excuse-moi, c'est moi qui ai... J'ai joué. Tu as joué dans la pièce de théâtre, donc Timon d'Athènes, de la metteur en scène Razerka Ben Sadia Levent. L'avant. Putain, mais désolé. C'est pas grave, l'avant. Cette adaptation, elle est en partie rappée et slamée. Et tu interprètes le rôle de Apémentus. 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 T'es trop une quinrie. Apémentus, c'est ça? Ouais. Et donc c'est un philosophe qui est cynique, enfin un peu une sorte de Diogène. C'est un clochard céleste, on va dire. Voilà. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment tu as vécu cette première expérience sur les planches de théâtre. Bah ça va, parce que j'étais à ma place. Je faisais quelque chose de scandé. Sinon, au début, c'était niette, quoi. Moi, je sais pas jouer, et jouer, ça requiert un minimum de compétences et d'apprentissage. Et je sais pas jouer, quoi, tu vois. Je voulais pas sonner faux comme dans Hélène et les garçons, c'était chaud, quoi. Tu vois, c'est dur. Donc, j'étais à ma place, c'était juste quelque chose que je scandais. Mais j'ai bien aimé, parce que tu te rends compte d'une réalité qui n'est pas la tienne. Qu'est-ce que c'est que le théâtre? Qu'est-ce que c'est que répéter des textes? Qu'est-ce que c'est d'interagir avec d'autres acteurs? Et puis surtout, il y avait l'acteur principal, Denis Lavant, qui est un tueur, qui est un acteur, mais il est fou, c'est tout. Il est fou, il est bon, à regarder, c'est grand, tu vois. Donc voilà, c'était cette expérience-là de toucher de près qu'est-ce que c'est que ce métier. Parce que moi, avant, je pensais que c'était un truc de branleur acteur, tu vois, vraiment. Parce que tu les vois à la télé, je suis dans mon corps, je suis pas dans mon corps, je suis rentré dans le personnage, je suis sorti, je dis bon, ça a l'air d'être des sacrés mythos, les acteurs, tu vois. Mais oui, ouais, quand même, il faut être un peu habité, quoi, pour jouer, un minimum, tu vois. Voilà. Donc oui, c'était l'expérience de qu'est-ce que c'est que jouer.
pas pour moi, mais en tout cas de le regarder chez les autres. Pour moi, ça va, c'était assez, je dis pas facile, j'en menais pas trop large, hein. Franchement, j'étais un peu en panique, mais je scandais un texte, donc ça va. D'accord. Donc tu étais à moitié dans ton élément et à moitié Voilà. en terre inconnue. En Ouais, fait. mais j'avais quand même un petit fut en cuir, tu vois. Ah bon? Et là, Wow. c'était, ouais, j'avais un fut en cuir, j'étais à mon maximum du jeu, là. Attends, mais ils ont mis un fut en cuir à un clodo? Écoute, je ne parlerai pas de la mise en scène. Ok. Donc, la réalisatrice Alice Diop, c'est l'une de tes amies. J'ai vu que vous aviez fait une émission ensemble, un petit podcast sur France Culture. France Culture, ouais, l'année dernière. Et donc, et j'ai vu aussi que tu utilisais un des extraits de Vers la tendresse pour illustrer ta chanson Place gratuite, qu'on va écouter juste après. Ouais. Inch'Allah. Et je me demandais ce que tu avais pensé du film. Et oui, ce que tu avais pensé du film, en fait. Bon, je vais pas être d'une grande objectivité parce que Oui. Alice, c'est ma pote. Et au-delà d'être une pote, c'est vraiment quelqu'un dont je kiffe le taf. Voilà. J'avais vu son premier documentaire, La mort de Danton, où elle suit Steve Chencher, un acteur qui part de son quartier d'Aulnay et qui va apprendre, je crois que c'était au Cours Simon, qui apprend la comédie, le théâtre au Cours Simon, mais qui l'assume pas à mort et qui le cache un peu aux mecs de son quartier. Donc déjà ça m'avait mis une tarte, c'est super bien fait. Lui, Steve, il est mortel dedans. Et puis pour Vers la tendresse, elle m'avait proposé de faire un morceau qui illustre à un moment donné une partie du documentaire. Donc le documentaire, je l'ai vu. Et puis bon, bah voilà, il est mortel, quoi. Comment humaniser des chiens de la casse. C'est ça un peu le film. C'est-à-dire tous ces petits criquets là qu'on voit en casquette, en costume, en jogging du Barça. Tu vois, les mecs que les mecs essayent d'esquiver ou d'échapper en disant oh, putain c'est le bordel, ils vont arriver, ils vont foutre la merde, ils vont foutre le bordel quand ils sont là, tu sais, ça gâte le coin, tout ça. Elle leur a posé une question qu'on leur a jamais posée en fait. C'est quoi l'amour pour toi? Un truc tout con, tu vois. On leur parle pas d'amour à ces mecs-là, on va leur demander les tournantes, la drogue, le shit, le chômage, enfin c'est à peu près les questions qui sont abordées, c'est à peu près comme ça qu'on les aborde. On leur a jamais demandé, mais toi, il t'arrive d'aimer? Qu'est-ce que ça te fait? T'as une copine? Qu'est-ce que tu penses de l'amour, de la vie de famille? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est pas des questions qu'on leur pose. On leur demande, c'est quoi le dernier titre de rap qu'il a écouté? Le dernier chichon que tu fumes, tu vois? La dernière paire de pompes? Mais jamais quelque chose d'aussi humain, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire aimer pour toi? C'est quoi l'amour? Donc, je trouve ça... Ouais, fort, voilà. Mais je te dis, je ne vais pas être d'une grande objectivité, parce que Alice, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut jouer Place gratuite avant? C'est celui-là. La blanche
rejoins tous les enragés car mon rejet est officiel. La pitié et la chance m'évitent. Entre la poudre et le pardon, on voudrait que j'hésite. J'ai peu à perdre, l'égalité n'est qu'une rare pépite. Si t'es mon invité pour la misère, j'ai de place gratuite. La pitié et la chance m'évitent. Entre la poudre et le pardon, on voudrait que j'hésite. J'ai peu à perdre, l'égalité n'est qu'une rare pépite. Si t'es mon invité pour la misère, j'ai de place gratuite. Leur monde est cruel. Ils m'ont laissé la truelle. Et des soirées à tuer, le temps qui défile dans un paysage moche et industriel. Oui, nos destins sont triés, classés dans des logiciels. Mon cœur est un grand glacier, j'ai vraiment appris à me méfier, même des gens les plus fidèles. Je suis doué pour le duel, mon abonnement au banc est annuel. Et j'ai pas lu. Du coup, je vais poser la dernière question. Comment est-ce que tu vois le futur pour toi et la France? Aïe, aïe, La aïe, aïe. France. Comment je vois le futur? Alors, je sais pas comment je le vois, mais comment je l'espère comme ça, là. Comme nous tous, là. Vraiment, qu'on puisse parler de ces questions-là, des questions de race, des questions d'identité, identité du genre, sexuel, de tout, de toutes les marches, et sans que ce soit un bordel sans nom et un conflit incroyable. Voilà. Qu'on puisse en discuter, mais en toute intelligence. Voilà, c'est tout. C'est à peu près ce que j'espère, quoi. Voilà, et sans complexe aussi. Voilà. Merci. Ok, pas de souci. Du coup, l'entrevue. Pardon, excusez-moi. Du coup, l'entrevue est terminée. Mais si vous avez des questions, je peux très bien vous pouvez me les transmettre et du coup, je les pose. Je ne sais pas trop comment je peux faire avec le micro, mais je vais faire le tour. Soyez pas timide, hein. On dirait que tout a été dit. C'est génial, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah non. Rebonjour. Ça fonctionne? Oui? Non? Ok. Oui, ok. Rebonjour. Juste pour savoir, comment tu as connu Nyan Sabo? Qu'est-ce qui fait qu'on te voit là aujourd'hui? Bah déjà, je connais Fania. Fania m'a invité. Donc voilà, c'est a priori pour ça que je suis là. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les mouvements qui visent à un minimum de réflexion et de profondeur, bah ça m'intéresse, quoi. Et je me sens honoré qu'on puisse penser que je puisse participer à ça. Donc voilà comment j'ai atterri ici, je pense. Voilà. Il n'y a pas de souci. Un max de bruit pour Kazet. J'ai toujours rêvé de dire ça. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci à vous. Bonne journée.